Bienvenue à la chaîne Les Voix de l'Oubli. L'histoire d'aujourd'hui nous ramène à 1912 et révèle le voyage extraordinaire de Joseph, le seul homme noir connu pour avoir voyagé à bord du Titanic. Pendant des décennies, sa voix a été perdue dans l'histoire jusqu'à ce que son histoire rompe enfin le silence 83 ans plus tard. C'est un récit puissant et émouvant. Alors prenez un moment, respirez et écoutez attentivement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire nous disant de quelle ville et de quel pays vous regardez. Votre participation nous aide à nous assurer que ces histoires cachées sont mémorisées et non effacées. Commençons. La nuit du 14 avril 1912, le plus grand navire jamais construit traversait l'Atlantique Nord à pleine vitesse. L'eau était calme, le ciel était dégagé, et plus de 2000 personnes dormaient paisiblement, ignorantes que dans quelques heures, la plupart d'entre elles seraient mortes. Parmi ces passagers, il y avait un homme dont l'histoire resterait cachée pendant près d'un siècle. Son nom était Joseph-Philippe Édouard Laroche. Il avait 25 ans. C'était un ingénieur formé. Il parlait 3 langues couramment. Et il était le seul homme noir voyageant à bord du RMS Titanic. Mais vous n'avez jamais entendu son nom dans aucun film. Vous n'avez jamais vu son visage dans aucun documentaire. Pendant 83 ans, le monde l'a oublié jusqu'à ce que sa fille, à 84 ans, décide de briser le silence et de raconter au monde ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. C'est une histoire d'amour, de racisme, de sacrifice et d'une promesse qui n'a jamais été tenue. Et elle commence non pas sur un navire, mais dans une petite île des Caraïbes, dans une maison qui sentait le café et le sel de mer. Joseph est né le 26 mai 1886 dans une ville côtière appelée Cap-Français, dans le nord d'Haïti. À cette époque, Haïti était un pays se remettant encore de décennies d'instabilité politique. Mais la famille de Joseph était différente. Il n'était pas pauvre, il ne luttait pas. Son père était un ancien officier militaire avec des connexions au gouvernement. Sa mère, Ulysse, venait d'une famille respectée aux racines dans l'élite haïtienne. Il vivait dans une maison aux volets de bois et un jardin rempli de fleurs tropicales. Joseph a grandi en écoutant le français parler à la table du dîner. Ses parents croyaient à l'éducation. Ils croyaient que le savoir était la seule chose que personne ne pouvait vous enlever. Et dès son plus jeune âge, ils ont vu quelque chose de spécial chez leur fils. Joseph était curieux. Il posait des questions sur tout. Il voulait savoir comment les choses fonctionnaient. Il démontait de vieilles horloges, juste pour voir les engrenages à l'intérieur. Il observait les navires, arrivant au port, et se demandait comment quelque chose d'aussi lourd pouvait flotter sur l'eau. Sa mère l'a remarqué. Elle savait qu'Haïti, à cette époque, ne pouvait pas offrir à son fils l'éducation qu'il méritait. Les écoles étaient limitées, les opportunités étaient rares, et elle avait un rêve pour lui. Elle voulait que Joseph devienne ingénieur. Pas un simple ingénieur, mais un ingénieur formé en Europe. Quelqu'un qui pourrait construire des ponts et concevoir des machines. Quelqu'un qui pourrait retourner en Haïti un jour et aider à reconstruire le pays. Quand Joseph a eu 15 ans en l'année 1901, sa mère a pris une décision qui changerait sa vie à jamais. Elle l'a envoyé en France. Ce n'était pas un simple voyage. En 1901, voyager d'Haïti à la France prenait des semaines. Joseph embarqua sur un navire à vapeur avec une petite valise et une lettre de recommandation de son père. Il ne parlait pas beaucoup pendant le voyage. Il passait la plupart de son temps sur le pont, regardant l'horizon, se demandant à quoi ressemblerait l'Europe. Il avait vu des images dans des livres. Il avait entendu des histoires de parents qui avaient visité Paris. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il s'apprêtait à vivre. Quand le navire arriva finalement au port de La Havre, Joseph posa le pied sur le sol français pour la première fois. Il était seul. Il avait 15 ans, et il était noir dans un pays où presque tout le monde était blanc. Joseph a voyagé en train vers une ville appelée Boulay-Moselle, située à environ 80 km à l'est de Metz, en Lorraine. C'est là qu'il étudierait. C'est là qu'il passerait les prochaines années de sa vie. La ville était petite, avec des rues pavées et des bâtiments de pierre ancienne. Les hivers étaient froids,
beaucoup plus froid que tout ce que Joseph avait jamais expérimenté en Haïti. Mais il s'adapta, il trouva une petite chambre à louer. Il s'inscrivit à l'école et commença à étudier l'ingénierie avec une concentration qui impressionna ses professeurs. Joseph n'était pas seulement intelligent, il était discipliné. Il se réveillait tôt chaque matin, il étudiait tard dans la nuit, il apprenait la grammaire française jusqu'à ce qu'il puisse écrire mieux que la plupart de ses camarades de classe. Il apprenait les mathématiques, la physique et le dessin technique. Il voulait prouver qu'un homme noir d'Haïti pouvait rivaliser avec n'importe qui en Europe. Mais la France n'était pas facile pour Joseph. Les gens étaient polis mais distants. Certains n'avaient jamais vu une personne noire auparavant. Ils le regardaient fixement dans la rue. Il chuchotait quand il entrait dans une pièce. Des commerçants refusaient de le servir, des propriétaires refusaient de lui louer des chambres, des professeurs doutaient de ses capacités mentales, supposant que ses origines coloniales limitaient sa compréhension. Mais il y avait aussi des moments d'humanité inattendus. Une vieille dame lui offrait du pain quand elle le voyait devant la boulangerie. Un camarade de classe défendait ses idées lors d'un débat sur la science. Un instituteur reconnaissait publiquement son excellence en mathématiques, ce qui le faisait rougir de fierté. Joseph apprenait à ignorer les regards hostiles. Il se concentrait sur ses études. Il se disait qu'une fois qu'il aurait son diplôme, tout serait différent. Les gens le respecteraient pour son savoir, pas le jugeraient pour sa peau. Il y croyait de tout son cœur. Et pendant un temps, il semblait avoir raison. Joseph graduated avec un diplôme d'ingénierie dans les premières années 1900. Il était fier. Sa mère était fière. Il avait fait exactement ce dont elle avait rêvé, mais quand Joseph a commencé à chercher du travail, il a découvert quelque chose qui le hanterait pour le reste de sa vie. Personne ne voulait engager un ingénieur noir. Cela n'avait pas d'importance qu'il ait le même diplôme que tout le monde. Cela n'avait pas d'importance qu'il parle le français parfait. Cela n'avait pas d'importance qu'il soit intelligent et travailleur. Quand les employeurs voyaient son visage, il se trouvait soudainement sans poste disponible. Quand il soumettait des demandes, elles étaient ignorées. Quand il se présentait à des entretiens, on lui disait que le poste avait déjà été pourvu. Joseph a postulé dans des dizaines d'entreprises, des cabinets d'ingénierie, des sociétés de construction, des bureaux gouvernementaux. La réponse était toujours la même. Non, c'était la France, dans les premières années 1900. Le racisme n'était pas écrit dans la loi comme il l'était en Amérique. Il n'y avait pas de panneau disant « réservé aux Blancs ». Il n'y avait pas de fontaine d'eau séparée ou de voitures de train. Mais la discrimination existait de manière plus tranquille. Elle existait dans la façon dont les gens vous regardaient. Elle existait dans les opportunités qui ne vous étaient jamais offertes. Elle existait dans les portes qui étaient toujours fermées. Joseph le sentait chaque jour. Et cela le brisait. Les semaines se transformaient en mois. Les mois se transformaient en années. Joseph sentait une partie de lui-même mourir lentement. Le jeune homme optimiste qui avait quitté Haïti, rempli d'espoir et de rêves d'un avenir brillant, se transformait en quelque chose de plus sombre. Il commençait à douter de sa propre valeur. Peut-être que les gens avaient raison. Peut-être qu'il n'était vraiment pas bon enough. Peut-être que son éducation n'avait aucune importance. Peut-être qu'il n'était que la couleur de sa peau et rien d'autre. Il finit par trouver du travail, mais pas le genre pour lequel il avait été formé. Il a pris de petits emplois, des postes mal payés qui ne nécessitaient pas ses compétences en ingénierie. Il travaillait plus dur que quiconque, espérant que quelqu'un remarquerait son talent. Mais les promotions n'arrivaient jamais. Les augmentations de salaire n'arrivaient jamais. Il était toujours surpassé par des collègues blancs qui avaient moins d'expérience et une formation moindre. Joseph était coincé et il commençait à perdre l'espoir. Mais puis quelque chose s'est passé qui a changé tout. Dans la ville de Villedieu, juste au sud de Paris, Joseph a rencontré une jeune femme nommée Marguerite Marie-Louise Côté. Elle était la fille d'un riche marchand de vin de Bordeaux qui avait établi un petit négoce de distribution à Villedieu. Elle avait des cheveux châtains, des yeux doux,
et un sourire qui faisait oublier à Joseph tous ses malheurs. Marguerite était blanche, sa famille était française, et en 1908, tomber amoureux d'un homme noir n'était pas quelque chose que la société approuvait. Mais Marguerite ne se souciait pas de la société, elle se souciait de Joseph. Elle voyait l'homme derrière la couleur de la peau. Elle voyait son intelligence, sa bonté, sa détermination, et elle est tombée amoureuse de lui complètement. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une amie de la famille qui s'intéressait aux causes sociales. Au début, leur conversation était polie, formelle. Joseph était prudent, presque distant, soupçonnant qu'une femme blanche ne pouvait pas avoir de véritables intérêts pour un homme noir. Il attendait l'humiliation, le rejet, peut-être même une moquerie cruelle. Mais Marguerite était persistante. Elle lui posait des questions réelles. Elle écoutait vraiment ses réponses. Elle riait de ses plaisanteries, non pas d'une manière condescendante, mais avec une véritable appréciation. Comme les semaines se transformaient en mois, quelque chose de plus profond se développait. Joseph visiterait la maison de Marguerite. Ils prendraient des promenades ensemble dans les rues de Villedieu. Ils parleraient de livres, de rêves, de l'avenir. Joseph n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Elle était curieuse de la Haïti. Elle voulait savoir sur son enfance, sa mère, les navires qu'il avait l'habitude d'observer au port. Elle l'écoutait d'une manière que personne d'autre ne l'avait jamais fait. Mais avec cet amour venaient des complications. Le père de Marguerite n'était pas heureux de la relation. Un marchand de vin en France avait une réputation à protéger. Avoir sa fille épouser un homme noir causerait un scandale. Cela blesserait son commerce. Cela ferait de la famille le sujet des potins. Il confronta Joseph directement. Il le reçut dans son bureau, une pièce panelée de bois sombre qui sentait les cigares et l'alcool. Le père de Marguerite était un homme grand, au visage rougeau, au accent de Bordeaux. Son regard était glacial. Il dit à Joseph qu'il respectait son éducation et même son travail acharné. Mais cela ne changerait rien. Un homme noir ne pourrait jamais être un gendre acceptable. Cela apporterait la honte à la famille entière. Joseph l'écouta en silence. Il ne se disputa pas, il ne protesta pas. Il avait entendu ces arguments toute sa vie sous différentes formes. Quand le père de Marguerite termina, Joseph se leva, il dit simplement « Je respecte votre position, monsieur, mais je aime votre fille, et je crois qu'elle m'aime aussi. » Marguerite était stubborn. Elle dit à son père qu'elle l'aimait, Joseph. Elle lui dit qu'elle allait l'épouser, que ce soit avec ou sans son approbation. Et elle le lui dit dans ce même bureau, sa voix ferme et inébranlable, ses yeux rivés sur son père, refusant de fléchir. Les mois qui suivirent furent difficiles. Le père de Marguerite refusa de lui parler. Il menaça de la déshériter. Il dit qu'aucun prêtre ne les marierait. Il dit qu'il n'y aurait pas de dot, pas de mariage dans l'église, rien. Mais Marguerite tint bon. Et finalement, le père cédait. Peut-être voyait-il à quel point Joseph rendait sa fille heureuse. Peut-être réalisait-il que la combattre était inutile. Peut-être, dans une certaine mesure, reconnaissait-il l'injustice de ses préjugés. Le 18 mars 1908, Joseph-Philippe-Édouard Laroche et Marguerite Marie-Louise Côté furent mariés dans une petite cérémonie à la mairie de Villedieu. Joseph avait 21 ans, Marguerite avait 20 ans, et malgré tous les obstacles, ils étaient enfin ensemble. Les premières années de leur mariage étaient heureuses mais difficiles. Joseph luttait toujours pour trouver un travail approprié. La discrimination ne s'était pas arrêtée. Si quelque chose, cela avait empiré. Maintenant, il n'était pas seulement un homme noir. Il était un homme noir avec une épouse blanche. Certaines personnes ne pouvaient pas accepter cela. Ils le traitaient avec un mépris ouvert. Ils refusaient de faire affaire avec lui. Ils rendaient la vie aussi difficile que possible. Un restaurateur refusait de les servir ensemble. Un propriétaire refusait de louer un appartement à un couple mixte. Des hommes dans les rues les harcelaient verbalement, utilisant des langages qu'aucun d'eux ne voulait répéter. Mais Joseph et Marguerite ont survécu.
Ils ont loué un petit appartement. Ils ont vécu modestement. Marguerite prenait des travaux de couture pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Joseph prenait n'importe quel emploi qu'il pouvait trouver, pas seulement dans l'ingénierie ou la construction, mais des travaux de day laborer, du déchargement de navires, n'importe quoi qui payait. Et le 19 février 1909, leur première fille était née. Ils l'ont nommée Simone. Elle avait les yeux de sa mère et le sourire de son père. Joseph l'a tenue dans ses bras et a pleuré. Il s'est promis qu'il donnerait à cet enfant une meilleure vie. Il trouverait un moyen. Un an plus tard, le 2 juillet 1910, leur deuxième fille était née. Ils l'ont nommée Louise. Mais contrairement à Simone, Louise n'était pas un bébé en bonne santé. Elle était née prématurément. Elle était petite et faible. Les médecins ont dit qu'elle pourrait ne pas survivre. Joseph et Marguerite passaient des semaines à son chevet, priant, espérant, refusant d'abandonner. Les frais médicaux s'accumulaient. Chaque visite de médecin, chaque médicament, chaque nuit supplémentaire à l'hôpital vidait leurs petites économies. Et lentement, la petite Louise devint plus forte. Elle survécut. Mais ses problèmes médicaux continuaient. Elle avait besoin de soins constants. Elle avait besoin de traitements coûteux. Et Joseph, avec son revenu limité, luttait pour payer pour tout. Il travaillait maintenant 2 emplois. Il se levait avant l'aube et rentrait traîner bien après le coucher du soleil. Il était exhausté, mais il ne se plaignait jamais à Marguerite. Il ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Elle avait assez de responsabilités en prenant soin des 2 jeunes enfants. Marguerite voyait l'épuisement dans ses yeux. Elle voyait comment ses mains tremblaient le matin par pure fatigue. Elle voyait son amour pour ses filles et son désespoir croissant de ne pas pouvoir leur donner la vie qu'ils voulaient. La situation devenait désespérée. Joseph était au travail chaque jour à des emplois qui payaient à peine assez pour couvrir le loyer. Marguerite prenait soin de 2 petits-enfants tout en enceinte d'un 3e. Oui, au début de 1912, Marguerite avait découvert qu'elle attendait un autre bébé. Cela aurait dû être une heureuse nouvelle, mais pour Joseph, c'était une raison de plus de s'inquiéter. Comment sous-tendrait-il 3 enfants avec son salaire? Comment paierait-il pour les soins médicaux de Louise? Comment donnerait-il à sa famille la vie qu'il méritait? Et puis, Joseph eut une idée. Il retournerait en Haïti. Cela avait un sens parfait. En Haïti, Joseph ne serait pas jugé par la couleur de sa peau. En Haïti, son diplôme d'ingénieur aurait réellement un sens. Sa famille avait des connexions. Sa mère vivait toujours et était bien respectée. Il pourrait trouver du travail. Il pourrait construire une véritable carrière. Il pourrait donner à ses enfants les opportunités que la France ne leur offrirait jamais. Joseph a parlé à Marguerite de son plan. Au début, elle était hésitante. Elle n'avait jamais été en Haïti. Elle ne parlait pas le créole. Elle laisserait sa famille, son pays, tout ce qu'elle connaissait. Mais elle faisait confiance à Joseph. Elle croyait en lui et elle a accepté d'y aller. Joseph a écrit à sa mère en Haïti, expliquant la situation. Sa mère était enchantée. Elle avait terriblement manqué à son fils. Elle avait toujours espéré qu'il retournerait, et elle a immédiatement offert de l'aider. Elle achèterait les billets de la famille pour voyager en Haïti. Elle s'assurerait qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin à l'arrivée. Joseph a senti un poids se soulever de ses épaules. Pour la première fois en années, il avait de l'espoir. Il pouvait envisager un futur où sa famille était heureuse, saine, prospère. Le plan original était de quitter la France à la fin de 1912 ou au début de 1913. Mais quand Marguerite a découvert qu'elle était enceinte, Joseph a décidé d'avancer le calendrier. Il ne voulait pas qu'elle voyage quand la grossesse était trop avancée. Il voulait que le bébé soit né en Haïti, entouré de sa famille. Sa mère acheta des billets de première classe pour la famille à bord d'un paquebot français appelé le SS France. Le navire était prévu de partir en avril 1912. Tout était arrangé. Tout était parfait. Mais ensuite, Joseph apprenait quelque chose qui changeait tout. Le SS France avait une politique stricte concernant les enfants. Tous les enfants voyageant sur le navire devaient rester à la pouponnière pendant les repas. Ils n'étaient pas autorisés à dîner avec leurs parents. Joseph trouvait cela inacceptable. Simone avait 3 ans. Louise n'avait pas encore 2 ans. C'étaient des bébés.
Il ne pouvait pas imaginer les laisser seuls avec des étrangers pendant qu'il et Marguerite mangeaient dans une salle à manger de fantaisie. Cela allait à l'encontre de tout ce en quoi il croyait en tant que père. Il voulait être avec ses filles. Il voulait voir leur visage quand elles essayaient de nouveaux aliments. Il voulait tenir Louise si elle avait peur. Il voulait être là pour les moments ordinaires et extraordinaires de leur vie, pas les manquer pour des conventions sociales et des politiques de navires. La politique du SS France était cruelle et inutile, et Joseph refusait de l'accepter. Il est allé au bureau de réservation et a demandé un remboursement. Puis, il a commencé à chercher un autre navire, et c'est alors qu'il a appris l'existence du Titanic. Le RMS Titanic était le plus grand navire du monde. C'était brand new. Il effectuait son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, à New York. Tout le monde en parlait. Les journaux l'appelaient insubmersible. Ils disaient que c'était un palais flottant avec des luxes qu'aucun autre navire ne pouvait égaler. Les passagers de première classe auraient accès à un gymnase, une piscine, des bains turcs et des restaurants qui rivalisaient avec les plus beaux établissements de Paris. Même les accommodations de deuxième classe étaient censées être meilleures que la première classe sur d'autres navires. Et plus important encore, le Titanic n'avait pas les mêmes politiques restrictives concernant les enfants. Joseph pouvait dîner avec ses filles. Il pouvait passer du temps avec elles pendant le voyage. Il pouvait être le père qu'il voulait être. Joseph échangea les billets de première classe du SS France pour des billets de deuxième classe du Titanic. La famille embarquerait du navire à Cherbourg, en France, le 10 avril 1912. De là, ils naviguent à New York. Et de New York, ils prendraient un autre navire à Haïti. C'était un voyage plus long, mais Joseph ne s'en souciait pas. Il était excité. Il emmenait finalement sa famille à la maison. Les jours avant le départ étaient mouvementés. Marguerite empaquetait leurs affaires. Joseph prenait des arrangements pour leur appartement. Il disait au revoir aux quelques amis qu'il s'était fait en France. Il écrivait des lettres aux parents en Haïti en disant à s'attendre à la famille bientôt. Simone et Louise ne comprenaient pas ce qui se passait. Elles étaient trop jeunes, mais elles pouvaient sentir l'excitation dans l'air. Leur père souriait plus que d'habitude. Leur mère chantait en pliant les vêtements. Quelque chose de merveilleux était sur le point de se passer. Le matin du 10 avril 1912, la famille Laroche a voyagé à Cherbourg par train. Cherbourg était une ville portuaire sur la côte nord de la France, célèbre pour son port profond. Le Titanic était trop grand pour accoster au quai, donc les passagers devaient être transportés vers le navire en des bateaux plus petits, appelés tendres. Le tendé qui transporterait la famille Laroche s'appelait le SS Nomadic. C'était un petit navire robuste peint en blanc avec le drapeau de la White Star Line volant à son mât. Joseph portait Louise dans ses bras, tandis qu'ils embarquaient sur le tender. Simone tenait la main de sa mère, regardant autour d'elle avec les yeux écarquillés. Il y avait des dizaines d'autres passagers sur le bateau parlant différentes langues, portant des vêtements coûteux. Certains regardèrent la famille Laroche avec curiosité, certains regardaient avec quelque chose d'autre. Joseph le remarquait, il remarquait toujours, mais il ne le laissait pas le déranger. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui était le début d'une nouvelle vie. Comme le tendé s'approchait du Titanic, Joseph voyait le navire pour la première fois, et il arrêtait de respirer. C'était énorme, c'était comme rien de ce qu'il avait jamais vu. La coque s'élevait hors de l'eau, comme un mur de fer noir, s'étendant si haut que Joseph devait incliner la tête en arrière pour voir le haut. 4 cheminées massives pointaient vers le ciel, peintes dans les couleurs distinctives de la White Star Line, jaune tampon avec des hauts noirs. Le navire était plus long que n'importe quel bâtiment dans lequel Joseph était jamais entré. Il avait l'air permanent, il avait l'air invincible, il avait l'air de quelque chose qui ne pouvait jamais couler. Le tendé s'approcha du navire et les passagers commencèrent à monter une passerelle vers l'entrée de la deuxième classe. Joseph aida Marguerite, qui était maintenant visiblement enceinte. Il porta Louise, qui s'était endormie sur son épaule. Simone marchait entre ses parents, tenant sa poupée préférée.
La famille a marché sur le Titanic à environ 6h30 du soir. Le soleil se couchait, l'orchestre du navire jouait quelque part au loin, et Joseph-Philippe-Édouard Laroche, le seul homme noir à bord, prit une profonde respiration et sourit. Ils y avaient fait. Leur cabine se trouvait sur le pont E, dans la section de la deuxième classe du navire. C'était petit, mais confortable. Il y avait 2 lits, un bassin de lavage et un hublot qui donnait sur l'océan. Les murs étaient peints en blanc. Les draps étaient propres. Comparé à leur appartement en France, cela semblait presque luxueux. Marguerite s'assit sur le lit et exhala. Le voyage avait été épuisant. La grossesse la fatiguait, mais elle était heureuse. Elle regarda Joseph et prit sa main. Cette première nuit sur le Titanic, la famille dîna ensemble à la salle à manger de la deuxième classe. La pièce était magnifique. Des murs en chêne, des nappes blanches, des verres en cristal. Des serveurs en uniforme impeccable se déplaçaient entre les tables, servant cours après cours. Simone était fascinée par tout. Louise dormait dans les bras de sa mère. Joseph a commandé de la nourriture qu'il n'avait jamais essayée auparavant. Il a ri de quelque chose que Marguerite a dit. Pendant quelques heures, il a oublié la discrimination. Il a oublié les luttes. Il était juste un père dînant avec sa famille sur le navire le plus célèbre du monde. Mais tout le monde n'était pas accueillant. Certains passagers dans la salle à manger regardaient fixement la famille Laroche. Un homme noir avec une épouse blanche et 2 enfants de race mixte n'était pas une vue commune en 1912. Certaines personnes chuchotaient, certaines pointaient du doigt. Joseph entendait des fragments de conversation, des mots qui ne lui étaient pas destinés, mais qu'il comprenait parfaitement. C'est dégoûtant. Comment le navire autorise-t-il ce genre de choses? J'espère qu'ils ne sont pas dans notre section. Joseph prétendait ne pas remarquer. Il se concentrait sur Marguerite, il se concentrait sur ses filles. Il refusait de laisser quiconque gâcher ce moment. Au cours des jours suivants, la famille Laroche s'installait dans une routine. Joseph se levait tôt et marchait autour du pont, respirant l'air salé, regardant l'océan sans fin s'étendre vers l'horizon. Marguerite restait dans la cabine avec les enfants, lisant des livres, jouant à des jeux, se reposant. Ils se rencontraient pour les repas. Ils parlaient d'Haïti. Joseph racontait à Marguerite les plages, les montagnes, la maison où il a grandi. Il lui parlait de la nourriture que sa mère avait l'habitude de faire. Il lui parlait du son des tambours pendant la saison du carnaval. Marguerite écoutait chaque mot. Elle tombait amoureuse d'un pays qu'elle n'avait jamais vu. Les autres passagers continuaient à traiter la famille Laroche avec un mélange de curiosité et de distance. Certains supposaient que les enfants ne lui appartenaient pas réellement. Une femme aurait cru que Simone et Louise étaient japonaises, à cause de leur peau brun clair et leurs cheveux noirs. Joseph entendit les commentaires en anglais et en français. Il comprenait les 2 langues parfaitement, mais il ne répondait jamais. Il ne confrontait jamais personne. Il se contentait de tenir la tête haute et de continuer à marcher. Il avait passé toute sa vie à avoir affaire à des gens qui pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Il n'allait pas gaspiller son énergie sur eux. Dimanche, 14 avril 1912, la famille Laroche assista à un service religieux à la salle à manger de la deuxième classe. C'était un bref service non confessionnel dirigé par le capitaine du navire, Edward Smith. Les passagers ont chanté des hymnes. Ils ont prié. Ils ont donné grâce pour le beau temps et le voyage en douceur. Joseph s'assit avec sa famille dans l'une des rangées du fond. Il n'était pas particulièrement religieux, mais il appréciait le moment de paix. Il ferma les yeux et pensa à sa mère en Haïti. Il imagina son visage quand elle le verrait à nouveau. Il imagina comment elle tiendrait ses petits-enfants pour la première fois. Dans quelques jours seulement, ils seraient ensemble. Après le service, Joseph a fait quelque chose d'inhabituel. Il est allé à la salle de fumage de la deuxième classe. C'était un espace où les hommes se réunissaient pour parler, boire et jouer aux cartes. Joseph socialisait rarement avec des étrangers. Il préférait passer du temps avec Marguerite et les enfants. Mais quelque chose le poussait à y aller ce jour-là. Peut-être voulait-il se détendre.
Peut-être voulait-il se sentir normal comme n'importe quel autre passager sur le navire. Il trouvait un siège dans le coin. Il commandait un verre. Il regardait les autres hommes rire et plaisanter. Et pendant un moment, il sentait qu'il appartenait. Ce soir-là, la famille eut son dernier dîner ensemble. Le menu incluait de l'agneau, du rôti de bœuf, des légumes et une sélection de desserts. Simone a mangé tout sur son assiette. Louise était difficile comme d'habitude. Marguerite avait l'air fatiguée mais contente. Joseph regardait sa famille à table et ressentait une vague d'amour si puissante qu'elle faisait presque mal. Ces trois personnes étaient tout pour lui. Il avait traversé les océans pour eux. Il avait enduré la discrimination pour eux. Il ferait n'importe quoi pour les garder en sécurité. Après le dîner, Marguerite a ramené les enfants à la cabine. Joseph a embrassé chacun d'eux bonne nuit. Il a dit à Simone d'être sage. Il a dit à Louise que papa l'aimait. Il a dit à Marguerite qu'il viendrait au lit bientôt. Puis il retourna à la salle de fumage. Il voulait profiter des dernières heures paisibles du voyage. Demain, ils arriveraient à New York. Demain, le vrai voyage commencerait. À 23h40, Joseph sentit un léger frisson traverser le navire. Il leva les yeux de son verre. Les autres hommes dans la salle de fumage l'avaient senti aussi. Quelqu'un plaisanta en disant qu'ils avaient frappé une baleine. Quelqu'un d'autre rit nerveusement. Les moteurs du navire semblaient s'arrêter. La pièce devint très silencieuse. Joseph se leva. Quelque chose n'allait pas. Il pouvait le sentir dans ses os. Il sortit de la salle de fumage et sur le pont. La nuit était glaciale. Les étoiles étaient incroyablement brillantes et dispersées sur le pont se trouvaient des morceaux de glace. De petits morceaux comme du verre brisé scintillant à la lumière des fenêtres du navire. Joseph en ramassa un. C'était froid et mouillé dans sa main. Il regarda vers l'étrave du navire et vit quelque chose qui arrêta son cœur. Un mur massif de blanc raclait le long du côté tribord du Titanic. Un iceberg. Joseph laissa tomber la glace et courut vers sa cabine. Joseph courut dans les couloirs du navire comme un homme possédé. Son cœur battait si fort qu'il pouvait le sentir dans sa gorge. Son souffle venait par courts, saccades aiguës qui brûlaient ses poumons. Les couloirs du Titanic, qui avaient semblé si élégants et accueillants quelques heures auparavant, ressemblaient maintenant à un labyrinthe conçu pour le piéger. Il a tourné à gauche, il a tourné à droite, il a failli entrer en collision avec un steward qui marchait calmement dans la direction opposée, comme si de rien n'était, comme si le monde ne s'effondrait pas. Le steward était un jeune homme, peut-être 20 ans, au visage pâle et à l'uniforme blanc impeccable. Il dit à Joseph qu'il n'y avait rien à craindre. Il a dit que le navire avait frappé de la glace, mais que tout était sous contrôle. Il a dit que les passagers devaient retourner à leur cabine et attendre de nouvelles instructions. Sa voix était régulière. Ses mains ne tremblaient pas. Mais Joseph voyait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui contredisait chaque parole sortant de sa bouche. C'était la peur, une peur pure et indéniable. Joseph ne le croyait pas. Il le dépassa et continua à courir. Les couloirs commençaient à se remplir de passagers confus. Certains étaient encore en chemise de nuit et pyjama, leurs cheveux défaits, leurs yeux lourds de sommeil interrompu. D'autres étaient entièrement habillés, portant des valises et des objets de valeur, comme s'ils se préparaient simplement à débarquer à un port prévu. Une femme pleurait quelque part à proximité. Un enfant posait des questions que personne ne pouvait répondre. Les lumières du navire clignotaient une fois, 2 fois, puis se stabilisaient à nouveau. Joseph sentait le sol sous ses pieds s'incliner légèrement, presque imperceptiblement, vers l'étrave. Quelque chose allait très, très mal. Quand il atteignit la cabine sur le pont E, il ouvrit la porte avec tant de force qu'elle claqua contre le mur. Marguerite était assise dans le lit, ses yeux grands ouverts, avec confusion et le début de la terreur. Ses mains étaient pressées contre son ventre enceinte, comme pour protéger l'enfant qui grandit à l'intérieur d'elle. Les enfants dormaient toujours. Louise était recroquevillée dans son petit lit, son pouce dans la bouche, sa respiration lente et paisible. Simone était allongée sur son matelas, un bras pendant sur le bord, sa poupée préférée serrée contre sa poitrine.
L'impact avait été si doux, si délibérément doux, qu'il n'avait même pas perturbé leur rêve. Marguerite demanda à Joseph ce qui se passait. Sa voix était calme, contrôlée, la voix d'une femme essayant très dur de ne pas paniquer, mais Joseph pouvait voir la peur commencer à se former derrière ses yeux. Il pouvait voir ses mains trembler légèrement alors qu'elle écartait les couvertures. Il lui dit de s'habiller. Il lui dit d'habiller les enfants chaudement. Il lui dit qu'il devait aller sur le pont immédiatement. Il n'expliqua pas pourquoi. Il n'y avait pas de temps pour les explications. Il n'y avait pas de temps pour les questions. Chaque seconde qu'il gaspillait dans cette cabine était une seconde plus proche du désastre. Marguerite se déplaçait rapidement. Elle était 7 mois enceinte et son corps était lourd et lent. Mais l'adrénaline lui donnait une force qu'elle ne savait pas posséder. Elle tira un épais manteau de laine sur sa chemise de nuit. Elle a attrapé des foulards et des chapeaux de la petite garde-robe. Elle enveloppa Simone dans une couverture, soulevant l'enfant endormi du lit avec l'efficacité pratiquée d'une mère. Simone murmura quelque chose d'indéchiffrable et se blottit contre l'épaule de sa mère. Louise était plus difficile à réveiller. Elle pleurnichait et pleurait quand Marguerite la souleva, son petit corps rigide de protestation. Mais il n'y avait pas de temps pour le confort. Il n'y avait pas de temps pour les paroles apaisantes. Joseph saisit les ceintures de sauvetage qui étaient stockées dans la cabine. Il les avait remarquées quand ils ont d'abord embarqué, rangées dans un coin près de la garde-robe, et n'y avaient pensé à rien à l'époque. Ils avaient semblé une formalité, une précaution contre un danger qui ne viendrait jamais. Le Titanic était insubmersible. Tout le monde disait, les journaux disaient, la compagnie disait, le capitaine lui-même y croyait probablement. Mais maintenant, ces ceintures de sauvetage semblaient comme les objets les plus importants du monde. Joseph les sortit et les examina rapidement. Elles étaient faites de liège, recouvertes de toile blanche, avec des sangles qui se nouaient autour de la poitrine et de la taille. Elles étaient encombrantes et inconfortables, mais elles gardaient une personne à flot. Elles achèteraient du temps. Joseph aida Marguerite à mettre sa ceinture de sauvetage, ses doigts maladroits avec les sangles inconnues. Il en attacha une autour de Simone, qui était maintenant pleinement éveillée et commençait à pleurer. Il tint Louise, tandis que Marguerite ajustait les sangles sur sa propre ceinture. La petite fille se tordait et hurlait dans ses bras. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne comprenait pas pourquoi les mains de son père tremblaient. Elle savait seulement que quelque chose n'allait pas. Quelque chose était différent et elle avait peur. La famille quitta la cabine et se dirigea vers les ponts supérieurs. Les couloirs étaient plus encombrés maintenant. Les passagers émergeaient de leurs chambres, certains se déplaçant avec but, d'autres figés dans la confusion. Les stewards étaient partout, leurs voix artificiellement calmes, leurs instructions follement vagues. « S'il vous plaît, dirigez-vous vers le pont de la coque de bateau. S'il vous plaît, enfilez vos ceintures de sauvetage. Restez calme. » Mais comment quelqu'un pouvait-il rester calme quand le sol s'inclinait? Comment quelqu'un pouvait-il rester calme quand les lumières continuaient à clignoter? Comment quelqu'un pouvait-il rester calme quand le plus grand navire jamais construit mourait sous leurs pieds? Joseph guida sa famille dans le dédale de couloirs, escalier qui devenait plus encombré à chaque minute qui passait. Il tenait Louise d'un bras et tirait Marguerite de l'autre. Simone s'accrochait au manteau de sa mère, ses petites jambes luttant pour tenir le rythme, son visage pâle de terreur. Les sons autour d'eux étaient accablants. Les pleurs, les cris, les prières, le lointain fracas de quelque chose de lourd tombant quelque part au fond du navire, le grincement du métal sous stress et sous tout cela, un son horrible et subtil que Joseph se souviendrait pour le reste de sa vie, le son de l'eau. Eau qui précipitait, versait, imparable, inondant les ponts inférieurs du navire. Quand ils ont finalement atteint le pont de la coque de bateau, Joseph comprenait l'ampleur complète du désastre. Le pont était un chaos. Des centaines de passagers étaient rassemblés près des canaux de sauvetage, poussant, bousculant, pleurant, priant. Des officiers en uniforme blanc criaient des ordres que personne ne semblait entendre. Les membres de l'équipage luttaient avec des cordes et des poulies, essayant de baisser les bateaux dans l'eau.
Les femmes criaient pour leurs maris, les enfants pleuraient pour leurs parents. Le froid était brutal, bien pire que tout ce que Joseph avait expérimenté en ces années en France. La température était sous zéro, et chaque respiration ressemblait à avaler de la glace. Les étoiles au-dessus étaient incroyablement brillantes, indifférentes à la souffrance ci-dessous, et l'orchestre du navire jouait. Joseph pouvait à peine le croire. Au milieu de ce cauchemar, un groupe de musiciens se tenait sur le pont, leurs instruments à la main, jouant des mélodies gaies comme si c'était une garden party. La musique était surréaliste, presque offensante dans sa normalité. Elle s'opposait violemment aux cris et au chaos, créant une dissonance qui faisait sentir toute la scène comme un rêve de fièvre. Plus tard, Joseph apprendrait que l'orchestre avait reçu l'ordre de jouer pour garder les passagers calmes. Plus tard, il comprendrait le courage de ces musiciens qui continuaient à jouer alors que le navire coulait sous eux. Mais en ce moment, la musique ne faisait qu'empirer les choses. Joseph se fraya un chemin dans la foule, ses yeux scannant les canaux de sauvetage. Il devait en trouver un qui était encore chargement. Il devait faire partir sa famille de ce navire. Le Titanic coulait. Il pouvait le sentir maintenant. L'inclinaison indéniable du pont, la façon dont la gravité changeait sous ses pieds. L'étrave disparaissait, la poupe montait, le temps s'écoulait. Il aperçut un canot de sauvetage du côté du port du navire. Un officier se tenait à proximité, appelant des passagers. « Femmes et enfants d'abord !» continuait-il à crier. « Femmes et enfants d'abord !» C'était la règle de la mer, c'était le code d'honneur. Les hommes attendraient, les hommes trouveraient un autre moyen. Les hommes mourraient afin que les femmes et les enfants puissent vivre. Joseph comprenait la règle. Joseph acceptait la règle. Mais accepter la règle ne la rendait pas plus facile. Marguerite regardait Joseph avec des larmes coulant sur son visage. Le vent froid mordait ses joues, tournant sa peau rouge et crue. Elle ne voulait pas le quitter. Elle attrapait son bras avec une force qu'il ne savait pas qu'elle possédait. Ses doigts s'enfonçaient dans son manteau, ses yeux la suppliaient de venir avec eux. Joseph secoua la tête. Il ne pouvait pas. Il savait qu'il ne pouvait pas. L'officier observait. Les règles étaient claires. Si Joseph essayait de monter dans le canot de sauvetage, il serait arrêté. Il serait jeté en arrière. Il pourrait même être tiré dessus. Il avait entendu des histoires sur les officiers utilisant des armes à feu pour maintenir l'ordre lors des naufrages. Il ne risquerait pas la chance de sa famille de survivre. Il dit à Marguerite qu'il trouverait un autre moyen. Il lui dit qu'il y avait plus de canots de sauvetage de l'autre côté du navire. Il lui dit qu'il la verrait à New York. Il lui dit d'être forte, de prendre soin des enfants, de ne jamais oublier combien il l'aimait. Sa voix était régulière, mais en dedans, il se brisait. En dedans, il criait. Il ne voulait pas la laisser partir. Il ne voulait pas regarder sa famille disparaître dans l'obscurité. Mais il n'avait pas le choix. L'officier fit signe avec impatience à Marguerite de monter dans le canot de sauvetage. D'autres femmes montaient déjà, leur visage blanc de peur, leurs mouvements maladroits et désespérés. Marguerite a hésité. Elle regarda Joseph une dernière fois, mémorisant son visage, gravant son image dans sa mémoire. Il tenait Louise dans ses bras, le visage de la petite fille pressé contre son épaule, son petit corps tremblant de froid et de peur. Simone se tenait entre eux, regardant ses parents avec des yeux qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Joseph passa Louise à Marguerite. Le transfert était maladroit, compliqué par les ceintures de sauvetage et la foule et le roulis du navire. Louise a hurlé alors qu'elle passait des bras de son père aux bras de sa mère. Joseph a embrassé le front de sa fille, ses lèvres s'attardant sur sa peau froide. Il chuchota que papa l'aimait, il chuchota que tout irait bien. Puis il souleva Simone et la plaça dans le canot de sauvetage à côté de sa mère. La fillette de 3 ans a immédiatement commencé à pleurer, tendant les 2 bras vers son père, sa petite voix coupant le chaos comme un couteau. Mais quelque chose n'allait pas. Dans la confusion et la foule, le canot de sauvetage a commencé à descendre avant que tout le monde soit correctement assis.
Marguerite et Simone ont été poussées d'un côté du bateau par la vague de passagers embarquant, tandis que Louise était toujours dans les bras de Joseph. Il l'avait passée à Marguerite, mais d'une certaine manière dans le chaos, l'enfant avait été repassé, ou peut-être qu'il n'avait pas lâché prise, peut-être qu'il la tenait une seconde de trop, savourant le poids de sa fille dans ses bras, ne réalisant pas que le bateau descendait déjà. Les cordes grinçaient, les poulies gémissaient, le canot de sauvetage a chuté de plusieurs pieds, puis s'est arrêté, se balançant légèrement dans l'air glacial. Marguerite a crié. Elle pouvait voir Louise toujours sur le pont, toujours dans les bras de Joseph, devenant plus loin à chaque seconde qui passait. Elle tendait les bras, ses bras étirés vers son bébé, son visage tordu d'une agonie qui était presque inhumaine. Joseph essayait de se frayer un chemin, mais il y avait trop de personnes. Des corps le pressaient de toutes les directions. Un membre de l'équipage bloquait son chemin, ses bras écartés, son visage dur et soupçonneux. L'équipage voyait un homme noir essayant de s'approcher du canot de sauvetage et supposait le pire. Il pensait que Joseph essayait de monter à bord. Il pensait que Joseph essayait de prendre une place qui appartenait à des femmes et des enfants. Il ne voyait pas un père qui essayait de réunir sa famille. Il voyait une menace. Joseph a crié. Il a supplié. Il a pointé Marguerite dans le canot. Il a pointé Louise dans ses bras. « C'est sa mère », a-t-il dit. « C'est sa fille. S'il vous plaît, laissez-moi donner le bébé. » Mais l'équipage n'a pas bougé. L'équipage n'a pas écouté. Les secondes s'égrenaient. Le canot de sauvetage descend et Louise était toujours sur le pont du navire qui coule. En ce moment, Joseph a pris une décision qui hanterait Marguerite pour le reste de sa vie. Il se tourna vers une étrangère se tenant à côté de lui, une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant et que jamais revoir, et poussa Louise dans ses bras. La femme était startled, confuse, mais Joseph ne lui donna pas le temps de réagir. Il la supplia de passer l'enfant à la femme dans le bateau. Il a pointé Marguerite, dont les cris étaient maintenant si forts qu'ils pouvaient être entendus sur le chaos. « C'est sa mère », a-t-il dit. « S'il vous plaît, donnez-lui le bébé. Sauvez ma fille. » L'étrangère a regardé l'enfant qui pleura dans ses bras. Elle a regardé le canot de sauvetage descendre dans l'obscurité. Elle a regardé l'homme noir avec les larmes coulant sur son visage. Et puis, elle a fait quelque chose que Joseph ne serait jamais capable de la remercier. Elle s'est penchée sur la balustrade et a passé Louise à un autre passager se tenant en dessous, qui l'a passé à un autre et un autre, une chaîne d'étrangers unis par un seul but, jusqu'à ce que la petite fille atteigne les bras tendus de Marguerite. Mère et fille ont été réunies. Le canot de sauvetage continua sa descente. Joseph se tenait à la balustrade et regardait sa famille disparaître dans l'obscurité. Le canot a frappé l'eau noire avec un éclaboussement qui semblait impossiblement fort dans le calme de la nuit. Les membres de l'équipage ont commencé à ramer, s'éloignant du navire qui coule, mettant de la distance entre eux et le désastre. Joseph pouvait voir le visage de Marguerite à la faible lumière, devenant de plus en plus petit alors que le bateau s'éloignait. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la distance croissante. Elle pleurait, elle tenait les deux filles contre sa poitrine, une dans chaque bras, comme si elle pouvait les protéger de tout le monde. Elle chuchota quelque chose. Il ne pouvait pas entendre les paroles sur le bruit du chaos, mais il pouvait lire ses lèvres. « Je t'aime, reviens !» Et il le fit. Chaque seconde suivante, une douleur qu'il sentirait pendant le reste de sa vie. Cette promesse qu'il ne pourrait pas tenir. Cette séparation qui durerait beaucoup plus longtemps que ces quelques minutes terribles. Les canots de sauvetage disparurent dans l'obscurité, emportant Marguerite et ses filles vers une vie qu'ils ne reverraient jamais. Joseph resta sur le pont, entouré d'une mer de visages paniqués et de cris. Il regarda autour de lui, voyant d'autres hommes qui avaient aussi accepté leur sort, d'autres pères qui avaient dit au revoir à leur famille. D'autres maris qui avaient vu leurs épouses disparaître dans la nuit. Certains pleuraient ouvertement, certains priaient, certains, comme Joseph, simplement se tenaient silencieux, regardant vers le bas où les canots de sauvetage s'éloignaient, menant les seuls êtres qu'ils aimaient vers un salut qu'ils ne connaîtraient jamais.
Le navire s'inclina davantage. L'eau montait sur les ponts inférieurs, tuant tous ceux qui n'avaient pas pu s'échapper. L'orchestre continua à jouer, des mélodies gaies pour masquer le bruit de la mort. Joseph pensait à Marguerite, il pensait à Simone qui demandait où était papa, il pensait à Louise dont le petit corps chaud avait été enlevé de ses bras, il pensait à sa mère en Haïti, attendant des nouvelles qui ne viendraient jamais, il pensait à toutes les années qu'il avait enduré la discrimination, tous les obstacles qu'il avait surmontés, tout cela pour un moment qui ne durait que cette nuit. Quelques heures avant que tout ne s'effondre. Le pont principal s'était maintenant complètement effondré. Les passagers non sauvés s'enfonçaient dans l'eau glaciale, leur corps se figant presque immédiatement dans le froid. Certains coulaient, certains nageaient en cercle, cherchant un secours qui ne viendrait pas. Certains restaient gelés dans une sorte d'acceptation résignée du destin qui les appelait. Joseph ne savait pas où aller. Il ne cherchait pas un canot de sauvetage. Il n'y en avait plus. Tous les canots de sauvetage avaient disparu, emportant moins de 700 personnes de plus de 2000 à bord. Il s'assit sur une chaise longue sur le pont, regardant l'horizon, attendant que la fin vienne. Peut-être que dans la mort, il serait réuni avec sa famille. Peut-être que sa promesse à Marguerite serait finalement tenue, pas sur cette terre, mais au-delà. À 2h20 du matin, le RMS Titanic se rompit en deux et coula complètement. Plus de 1500 personnes ont péri. Parmi eux, Joseph-Philippe-Édouard Laroche, un ingénieur haïtien qui avait cru que l'éducation et le travail acharné pouvaient surmonter tout, même la haine, même le racisme. Mais Marguerite a survécu. Et Simone a survécu. Et Louise a survécu. Marguerite a passé 83 ans avec ce secret. Elle ne parlait jamais à ses filles du navire. Elle ne parlait jamais du moment où elle avait vu Joseph pour la dernière fois. Elle ne parlait jamais de cette terrible nuit. Mais avant de mourir, avant que sa voix soit définitivement perdue, elle a parlé à quelqu'un. Elle a parlé de son mari. Elle a parlé du seul homme noir sur le Titanic. Elle a parlé d'un amour qui était mort dans l'Atlantique Nord, mais qui ne devrait jamais être oublié. Et aujourd'hui, nous nous souvenons. Nous nous souvenons de Joseph-Philippe-Édouard Laroche. Nous nous souvenons de Marguerite. Nous nous souvenons de Simone et de Louise, qui ont survécu pour raconter cette histoire. Et surtout, nous nous souvenons que les histoires comme celle-ci, les histoires de les gens ordinaires, qui ont fait des choses extraordinaires, les histoires d'amour et de sacrifice, les histoires de ceux que le monde a essayé d'oublier, doivent être contées. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Les voix de l'oubli continueront à parler jusqu'à ce que personne ne soit oublié.